producteur a réussi à terrifier l'Amérique avec un film qui s'appelle Chant de trèfle. Il faut dire que ce producteur, c'est J.J. Abrams, le créateur d'Alias et de Lost, et le réalisateur de Mission Impossible 3. Il faut dire surtout que Cloverfield est un film catastrophe tourné comme un film d'amateur, un peu comme le projet Blair Witch, mais avec beaucoup plus de moyens. Il faut dire aussi que le bouche à oreille a été parfaitement orchestré sur Internet. Cloverfield est réalisé par Matt Reeves, dont c'est le premier long métrage pour le cinéma, après une solide carrière dans la télé. Les acteurs sont de jeunes talents inconnus, un choix dicté par le principe même du scénario. Une bande de copains organise une fête à New York. L'un d'entre eux filme avec son caméscope lorsqu'un monstre venu de l'océan, j'imite bien ou pas ? Moins bien que Rambo, hein. Un monstre venu de l'océan attaque la ville. Et à ce moment-là, on sort ça. Voilà. Parce qu'au départ, c'est assez alléchant et à l'arrivée, un peu vomitif. Ça bouge énormément, comme vous allez le constater dans cet extrait. Ne le regardez pas de trop près. Let's see. What, do you think you could see something in the roof? Oh, maybe. Sure. Want to go to the roof? Let's see if we can see something in the roof. Let's go to the roof. Huh? Yeah, let's go up there. I don't think we should. Yeah, let's go up there. That was really... What do you think? Think it's another terrorist attack? It's insane, man. It's shaking everywhere, man. It's like tremors. Yeah, it's someone who's downstairs. So then, is this the only light that went out? No, a couple did. Some stayed on. Huh. Man, what is going on? Maybe you should have left town a little bit earlier, right? Shut up. Shit. Go, 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 go! Oh my God! La mode a été lancée par la série des Jason Bourne, un peu, la caméra Milkshake. C'est pas ça? Aux États des Oui, Frères en fait, Dardenne. Il y a aussi des films d'auteur en caméra à la main. Mari et femme de Woody Allen. Oui. Sauf que là, il y a une dimension aléatoire dans la prise de vue qui n'est pas tout à fait celle de l'optique classique de caméra portée. Mais à mon avis, le problème du film est que, d'une certaine manière, il n'arrive pas tout à fait à tenir ce principe de fausse caméra amateur qui filme les choses de manière un petit peu aléatoire. C'est qu'il y a quand même une scénarisation quand même dans le film qui est évidente, quand même une gestion du suspense, des rebondissements, de l'arrivée, de la sortie du monstre, et que pour le coup, cette scénarisation, elle va un petit peu contre l'espèce de filmage qui se voudrait aléatoire et donc propice au surgissement de dangers complètement inattendus. Et je crois que le film pâtit un petit peu de ça, contrairement par exemple à le projet Blair Witch, qui est un film un peu petit malin que moi j'aime pas beaucoup, mais qui faisait vraiment très peur parce que jusqu'au bout, il était dans cette logique du filmage aléatoire et de l'arrivée aléatoire d'événements terrifiants. Là, on sent quand même qu'il y a une espèce de désir. Pas tellement aléatoire qu'il s'y passait pas grand-chose. Ah, ça faisait très peur. Ça faisait très peur. Beaucoup plus que celui-ci. Ah bon, où dans le fond, la scénarisation nuit un petit peu au sentiment d'horreur. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est fait partie de ces films concept et c'est vrai que ça donne du coup des points de vue assez marrants. On l'a juste aperçu dans la scène là, quand il y a l'explosion, la caméra se décale. Ça donne quand même des petites choses assez rigolotes sur le plan formel. Non, ce qui est amusant, c'est le côté Godzilla, quoi. Ça vient vraiment là, du cinéma japonais, le monstre atomique, né d'expériences nucléaires qui ont mal tourné, qui était Godzilla. Et puis ça vient aussi quand même d'autres choses, c'est ce qu'on a appelé dans les années 90, parce que là ils ont un tout petit peu arrêté, le film de défense nationale. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains avaient fait le 11 septembre 2001, ça faisait 10 ans qu'ils le faisaient au cinéma. On va être attaqué. Alors des fois, c'était par des ennemis politiques, parfois c'était par l'espace,
masse, enfin ID4, etc., on s'en souvient. Et puis est arrivé le 11 septembre, et là, ça les a un peu arrêtés, parce qu'évidemment, la réalité était plus forte que la fiction. Donc là, l'idée, c'est de faire un film de défense nationale, faussement filmé, Axel a évidemment raison, par un type qui sait à peine se servir d'une DV, c'est-à-dire qu'on lui a mis entre les mains, il est même pas très bon cadreur. Donc voilà, c'est un pur concept, mais quand même, malgré tout ça, il y a un truc, c'est que c'est bourré d'idées. Oui, oui. Et c'est ça qui m'impressionne, comme quand je vois Alias ou Lost, les séries d'Abrams, c'est que par exemple, l'histoire du coup de la télé, c'est une très très bonne idée, parce que comme ils sont complètement affolés avec leur DV, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc nous, spectateurs, nous n'avons aucune information. Donc la bonne idée, c'est qu'ils entrent dans un magasin qui vend des télés, qui est d'ailleurs en train d'être vandalisé par des racailles, et ils se mettent à filmer les actualités où on leur explique ce qui est en train de leur arriver à Manhattan. Voilà par exemple une petite idée, mais qui est amusante, et le film en regorge quand même, il y en a beaucoup. C'est quand même révélateur ce que dit, parce que nous, spectateurs, on est fatigués à ce moment-là d'avoir ce point de vue-là, et on adore la séquence, parce qu'enfin on a un autre point de vue sur l'action. On apprend quelque chose, et en plus ça nous pose. Ça montre quand même les limites du dispositif. La limite du truc, moi je te la fais courte à mon avis, c'est que ça ne se revoit pas. Exactement comme Alias ou Lost sont des séries qu'on n'a pas envie de revoir, tandis que Les Sopranos est une série qu'on a tout le temps envie de revoir, parce qu'elle est du côté du cinéma. Et ben ce film-là, moi je l'ai vu une fois, honnêtement je me suis amusé, mais jamais j'aurais l'idée de le revoir. C'est une fois. 24 heures chrono aussi. Et on rend pas un service en montrant cet extrait-là, parce qu'on a montré l'extrait le plus excitant du film, avec la tête de la Statue de la Liberté, comme dans l'affiche de New York 97 de Carpenter. Et là, je suis sûr que des tas de spectateurs vont se dire, ah, ça a l'air vraiment excitant. Je veux dire, vous verrez vraiment rien de mieux que ce que vous avez vu là. On oublie de vous dire que d'abord, il y a un quart d'heure d'ennui de fête à la noix, et là j'aimerais bien savoir qui dans le studio va accepter de défendre ce premier quart d'heure très ennuyeux. Justement, c'est pour rompre avec cet ennui que le monstre a. Mais tu as raison, c'est nul. Oui, je veux dire, bon, c'est une fête de gens pas intéressants. Le nombre de cocktails littéraires où j'attends les monstres et ils n'arrivent jamais. Ils sont déjà là. L'origine de ça, c'est Cannibal Holocaust. Faut pas oublier. Voilà. Non, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tas de films qui débarquent, des tas de films d'horreur qui reprennent ce processus-là. J'étais à Gérard Armé, la moitié de la compétition, c'était ça. Et le seul qui s'en sort bien, c'est Romero, on en reparlera au mois de juin, où lui, il théorise évidemment sur cette utilisation du blog par rapport au JT et la relation entre l'horreur et le réel. Mais voilà, parce que ce qui est quand même vraiment super intéressant, c'est comment J.J. Abrams s'empare de cette génération YouTube ou Dailymotion ou je sais pas quoi, où tout le monde est reporter et où tout le monde immortalise. Et les images, on a vu énormément d'images du 11 septembre, c'était des images de touristes aussi qui étaient avec leur caméscope parce qu'ils filmaient Manhattan, et où tout à coup tout le monde va avoir depuis le sol. Et la démarche du réalisateur et de J.J. Abrams c'est vraiment super intéressante. D'habitude les films de monstres sont filmés d'hélicoptères et vus on se demande toujours qui regarde et qui est cet œil omniscient. Bon, c'est un peu toujours la question qu'on se pose au cinéma ou dans la littérature, et là tout à coup on sait qui regarde. Et je trouve que pour un film américain, Cloverfield a l'audace de rester sans réponse à toutes les questions qu'on se pose. Parce que tu as dit tout à l'heure, c'est un monstre qui vient de l'océan, on n'en sait rien du tout. Ouais. Tous, on est des spectateurs, et je veux dire le public, tout le monde, on est des spectateurs qui avons vu tellement de films qu'on nous explique d'où vient le monstre, de quelle expérience ratée. Il explique rien. Non, mais d'habitude, mais parce qu'on en a plus besoin. Et ils sont intelligents. Tout ce qui se passe, on s'amuse follement, et tout ce qui se passe dans le métro, et après, bon, on va pas dire, mais la fille qui est emmenée par l'armée, etc., t'as jamais de réponse à aucune question, et je trouve que c'est assez gonflé, et que c'est vraiment une bonne surprise. Combien de cœurs pour ce chant de trèfle?